On commence avec un tournoi de plus de 80 joueurs. À 4ème place, on aura une liste Thousand Suns dans le détachement culte de la magie. Dans les personnages, on commence avec le seigneur de guerre, Magnus le Rouge. 2 sorciers exaltés sur leur disque de Tzeentch, 3 Infernal Masters, dont le premier aura l'optimisation Umbralific Crystal et le second l'Arcane Vortex. On rajoute une toute nouvelle entrée dans ces listes Thousand Suns, le Prince Démon à pied, qui aura l'optimisation Lord of Forbidden Lore. Du côté des unités de ligne, nous aurons 3 unités de 5 rubriques, 2 unités de 10 cultistes Thousand Suns, 2 unités de 2 rejetons du chaos Thousand Suns, et on finit avec la Mutalis. Alors que la valse des data slates et des détachements façonne un méta en perpétuelle mutation, certaines armées démontrent une constance remarquable. C'est le cas des Thousand Suns, confirme une fois de plus qu'un socle solide et une exécution maîtrisée peuvent toujours porter une liste classique jusqu'au sommet. Depuis plus de 18 mois, le cœur des listes Thousand Suns repose sur un noyau éprouvé, des sorciers exaltés, enrichis ici par une combinaison redoutable des 3 Infernal Masters couplés aux rubriques Marines et leurs lance-flammes. Ce choix n'est pas anodin, capitalisant sur une donnée particulièrement précieuse dans le compétitif actuel, la menace du tir en état d'alerte. En effet, avec l'essor de nombreuses armées orientées vers la mêlée rapide ou les approches MSU, multiples petites unités, la capacité à punir brutalement une charge adverse mal préparée est devenue une ressource de premier plan. Et sur ce terrain, les rubriques Marines et leurs lance-flammes améliorées par les Infernal Masters font office de véritables murs de feu. Ce qui fait la force durable des Thousand Suns, c'est aussi leur maîtrise du contrôle du champ de bataille avec leur pouvoir psychique, la résilience de leurs unités et la capacité à menacer aussi bien à distance qu'au corps à corps via des unités comme les Mutalis. Même sans nouveauté tape à l'œil, cette armée conserve un cœur de synergie qui tient bon face à l'évolution des archétypes adverses. Le succès ici repose autant sur la liste que sur la capacité à exploiter chaque recoin. Savoir quand activer les capacités de Cabal, comment positionner ses unités pour optimiser le tir en état d'alerte, ou encore comment séquencer les améliorations pour saturer une zone ou annihiler une cible précise. Autant de micro-décisions qui transforment une armée familière en véritable machine de guerre compétitive. Alors que de nombreux détachements brillent brièvement avant de retomber dans l'oubli à la faveur d'un nerf ou d'un changement de règle, cette version des Thousand Suns demeure l'une des rares constructions à avoir traversé les éditions et les équilibrages sans perdre sa pertinence. Ce qui en fait non seulement une valeur sûre pour les joueurs vétérans, mais aussi une leçon de conception d'armée pour tout joueur aspirant à la performance constante. Bravo pour cette démonstration de régularité, avec l'attente que l'expérience et la rigueur l'emportent encore souvent sur la nouveauté. À la 3ème place, nous aurons un détachement Stormlands en Dark Angel. Allez, avouez que vous pensiez à du Space Wolf. Je l'ai attendu très longtemps cette Ravenwing Dark Angel et elle est enfin là. Allez, commençons par les personnages. Avec Azrael, on ajoute 3 escouades de commandement de la Ravenwing, dont l'une sera équipée de l'optimisation Instinct du chasseur. Et en tant que seigneur de guerre, Samael. Côté unité de ligne, nous aurons une unité de 5 intercessors, et pour le reste, 2 invaders ATV, 3 unités de 3 outriders, 3 unités de 6 Ravenwing chevaliers noirs, un Dark Shroud Ravenwing, 2 unités de 5 scouts, et enfin, un Stormspeeder Thunderstrike. Dans un environnement compétitif dominé par le Mordaka, certains choix peuvent paraître à contre-courant, et pourtant, c'est justement ce pari audacieux qu'a pris une liste Dark Angel centrée autour d'un concept aussi simple que redoutablement efficace, l'agression totale en moto. Elle repose sur un empilement maximal de chevaliers noirs, ces motards vétérans armés de plasma et experts du corps à corps. L'idée ici, avancer à toute vitesse, étouffer l'adversaire dès les premiers tours et le forcer à encaisser sous la pression d'unités capables de frapper fort grâce à leur combinaison unique de portée de tir, de mobilité et de létalité en mêlée. Ces unités possèdent tous les outils pour initier une frappe. Grâce à leur combinaison unique de portée de tir, ces unités possèdent tous les outils pour initier une première frappe contre pratiquement n'importe quelle armée. Mais la véritable clé de voûte, c'est la résilience inattendue de ces escouades. Le stratagème Ride Fast, Ride Hard permet de mitiger une partie des représailles en conférant des malus à la touche et à la blesse. Combiné à l'invulnérable naturel des chevaliers noirs, offre une grande résilience face aux listes à haute puissance de feu. Cet ensemble crée une bulle défensive surprenante pour des unités a priori fragiles en milieu compétitif. Dans un environnement où les armées orques sous le détachement Mordaka imposent une densité de tir difficile à encaisser, on aurait pu croire que les chevaliers noirs seraient dépassés. Et pourtant, preuve du contraire, la liste a réussi à balayer l'un de ces archétypes orques
en 5e ronde sur un score sans appel de 20-0. Une performance qui met forcément en lumière l'intérêt stratégique de la projection et de la pression, même face à des armées plus optimisées entre guillemets sur le papier. Ce type de construction ne cherche pas à feinter. Il n'y a pas de jeu de dissimulation ou de subtile mécanique d'interruption. L'approche est frontale, lisible, mais implacable. La combinaison des armes à plasma pour la saturation et des charges coordonnées assure une présence constante sur la table, obligeant l'adversaire à jouer sur la défensive à court de réponses durables. Cette version des Dark Angel montre qu'il reste de la place pour les listes à identité forte et à exécution musclée dans le paysage compétitif. Quand elles sont bien pilotées, elles ne se contentent pas de surprendre, elles domine. Donc bravo à cette construction aussi audacieuse qu'efficace, prouvant que même dans un univers saturé de tirs, les motards noirs n'ont pas dit leur dernier mot. À la seconde place, nous aurons du Custodes dans le détachement Shield Host. Dans les personnages, on commence avec 3 bleds champions, dont l'un sera seigneur de guerre. Côté unité de ligne, 2 unités de 4 gardes custodiens, dont l'une de ces unités aura une Vexilla. Pour le reste de l'armée, nous aurons une unité de 2 Alarus custodiens, 3 unités de 5 Warden. Petite précision d'ailleurs, aucune ne possède de Vexilla. Pourquoi? Aucune idée. 2 unités de 4 Prosecutors, une unité de 3 Venatari, une unité de 4 Witchseeker et on finit dans les unités alliées avec l'inquisitrice Kyria Draxus. Les Custodes sont venus rappeler à tous que la perfection martiale au service de l'empereur ne se démode jamais. Cette liste choisit une approche résolument directe, de l'infanterie létale et résiliente, avançant sans détour, tout en forçant l'adversaire à subir le tempo de la partie. Le cœur de la liste repose sur des unités d'infanterie d'élite conçues pour chasser, charger et anéantir. Aucune subtilité ici. Il s'agit de mener l'offensive dès le départ, avec des unités capables d'appliquer une pression tout en encaissant le contre-coup. Ce rôle est parfaitement assuré par les Warden, dont l'insensibilité à la douleur permet d'absorber une quantité surprenante de dégâts. Même face à des tirs concentrés ou des attaques de saturation, cette construction donne l'impression d'un rouleau compresseur. Une fois lancée, elle est difficile à ralentir, et presque impossible à stopper sans y sacrifier des ressources clés. L'un des aspects les plus intéressants de cette construction réside dans un match-up naturellement favorable contre les armées Inari. Là où beaucoup d'adversaires doivent jouer avec précaution pour ne pas activer le redoutable Lethal Intent, cette liste s'en moque. Elle avance, frappe fort et ne laisse pas assez d'espace à l'adversaire pour établir ses conditions de jeu. C'est une démonstration parfaite de contre-méta. Dans un environnement où les Eldar misent sur la finesse et les effets en chaîne, cette liste Custodes démontre une efficacité redoutable. En misant sur des principes simples et en les appliquant avec rigueur et sans fioriture, cette liste Custodes démontre une efficacité redoutable. Face aux méta les plus techniques, parfois fragiles, elle impose un affrontement frontal que peu d'armées peuvent encaisser. Une superbe prestation pour une faction souvent sous-estimée qui mérite amplement sa place sur le podium. À la première place, nous aurons une liste orc dans le détachement Mordaka. Alors oui, même si je fais l'effort de trouver des tournois sans Mordaka, à un moment donné, on ne peut pas l'éviter. Pour information, en table finale, cette liste orc remporte la partie contre une liste tau. Et QFD, les orcs sont une meilleure armée de tir, comble de l'ironie. Allez, reprenons la liste. Dans les personnages, nous retrouvons 3 gros mecs avec Shock Attack Gun, un mec avec l'optimisation Targeting Squig, 2 Warboss, et en tant que seigneur de guerre, Zodgrob Wartsnaga. Côté transport dédié, nous aurons un truck. Et pour le reste, 2 Battle Wagons, 2 unités de 5 Flash Gits, une grande unité de 20 Gretchin et 2 autres plus petites de 10, une unité de 10 Lutas, oui, il n'y en a qu'une, 2 unités de 5 Nobs, une seule de 5 Stormboys, et enfin, 3 unités de 6 Tankbusta. Dans un affrontement qui aurait dû, sur le papier, être un cauchemar pour les peaux vertes, les orques ont prouvé une fois de plus que la stratégie brute pouvait écraser la sophistication technologique. Face à une armée tau construite pour exceller dans le tir longue portée, dotée de multiples Riptide, de tanks spécialisés et d'un module Monka pour frapper fort dès le premier tour, les orques ont infligé un 20-0 sans appel. Le cœur du succès repose sur une adaptation du méta orc, l'intégration de Battle Wagon. Ces transports, très résistants, modifient profondément les dynamiques d'échange de tirs entre armées à saturation. Leur profil défensif élevé et leur faible nombre d'activations compliquent considérablement les calculs de rentabilité chez l'adversaire. Un tau habitué à table rasée en ciblant plusieurs petites unités se retrouve bloqué face à une poignée de wagons robustes qui encaissent puis libèrent leur cargaison là où ça fait mal. Et même dans le scénario où les wagons explosent sous le feu ennemi, un débarquement bien positionné permet aux orques de limiter les pertes et préparer la contre-offensive, préservant l'intégralité de leur tempo de jeu. Autrement dit, ils encaissent le premier coup
coup, mais vous ne survivrez pas au second. Ce choix des Battle Wagons s'inscrit aussi dans une logique de protection contre les Alpha Strike, que l'on appelle les premières frappes. Que ce soit dans le miroir Mordaka ou face à d'autres armées explosives. Sur un jet d'initiative défavorable, les orques peuvent encaisser l'impact initial puis riposter en force avec leurs unités débarquées, soutenues par leur classique saturation de tir. Face à une armée tau sur le papier supérieure en capacité de feu direct, la réalité fut tout autre. Soit les orques ont gagné l'initiative et pulvérisé les lignes ennemies dès le départ, soit ils ont résisté à la première salve et renversé la vapeur avec un tempo trop violent pour être contenu. Dans les deux cas, la victoire est éloquente. Cette performance montre que Mordaka a franchi un cap. On ne se contente plus d'arroser le champ de bataille à tout va, on y ajoute désormais une couche de robustesse et de profondeur, notamment grâce au Battle Wagon. Les orques ne sont plus juste un rouleau compresseur, ils sont toujours un rouleau compresseur, mais intelligent. Et lorsqu'ils arrivent à battre à leur propre jeu une armée aussi létale que les taux, cela envoie un message clair. Les peaux vertes ne sont pas juste dans la méta, ils la dominent. Nous passons aux listes en vrac et commençons par le top 2 d'un tournoi de plus de 40 joueurs. À la seconde place, nous aurons une liste Death Guard dans le détachement Plague Company. Dans les personnages, on commence avec un sorcier Terminator Death Guard. En tant que seigneur de guerre Mortarion, on rajoute un Taliman avec l'optimisation Shamblerot et on finit avec Typhus. Pour le reste de la liste, nous aurons une unité de 10 cultistes Death Guard, un bloc de 6 Terminator Death Shroud, 2 drones fétides avec leurs petits lance-flammes, une première unité de 3 Myphitic et 2 autres de 2, et en unité alliée, après l'augmentation de leur fiche technique, nous retrouvons 2 unités de 2 bêtes de Nurgle, ainsi qu'une unité d'une seule bête, et on finit avec 3 unités de 3 Nurglings. Cette liste Death Guard rappelle à tous que traverser la table à petits pas, mais sans jamais s'arrêter, reste une stratégie redoutablement efficace. Le cœur de cette liste repose sur une multiplication de menaces modérément résistantes, mais suffisamment gênantes pour obliger l'adversaire à engager des ressources sérieuses pour les gérer. En forçant l'adversaire à jouer sur plusieurs fronts, elle crée un filet d'erreurs potentielles. Rater une élimination, surestimer ses dégâts ou simplement s'exposer à une contre-attaque, la Death Guard punira sans merci. 2 outils viennent renforcer cette architecture, Mortarion et une unité de Death Shroud bien costaud. Ces derniers ne sont pas les fers de lance, mais plutôt les troubles faits de la liste. Si un flanc vacille ou si un assaut adverse menace de percer, ces unités peuvent intervenir, contenir la brèche et stabiliser la partie. Leur capacité à encaisser et leur puissance en contre-attaque en font des atouts majeurs pour tenir la ligne jusqu'au dernier round. Même si la Death Guard n'est plus au sommet comme elle l'a été récemment, elle conserve un arsenal solide. Les récents ajustements, comme la réduction du coût des Myphitic, en font d'excellents choix par rapport au Predator Destructeur et qui s'est vu augmenter. Il y a aussi l'amélioration des bêtes de Nurgle, offrant de nouvelles options sur le contrôle du champ de bataille. Le tout s'intègre parfaitement dans une logique de contrôle, d'attrition et de temporisation. Loin de chercher à surprendre ou à exploser l'adversaire au premier tour, cette armée se construit autour d'un plan de jeu patient et méthodique, basé sur la résilience et la redondance des menaces. Elle ne cherche pas à briller dans l'instant, mais à étouffer lentement l'adversaire sous le poids de ses choix. Et au vu de ces résultats, si nous devions convertir sur un format WTC, nous aurions 4 égalités et une victoire. Prouvant que la Death Guard continue donc son chemin, lentement, inexorablement, mais jusqu'au podium. À la première place, nous aurons une liste Space Wolf dans le détachement bien aimé de la Stormlands. 2 Stormlands dans cette top list? Ok, j'ai déjà le titre de la vidéo. Meta Stormlands. Tintintin. Et bon, il faut bien profiter de notre cavalerie, le temps de savoir si peut-être que l'on saura quand la vidéo sort. Bref. Serrez vos peaux de loup et fétiches, on regarde la liste. Dans les personnages, on commence avec Bjorn Main Terrible, Harald Deathwolf, Logan Grimnar sur son traîneau en tant que seigneur de guerre, 3 chefs de bataille garde-loup sur Loup-Tonnerre, tous équipés du bouclier et du marteau, un seigneur loup sur Loup-Tonnerre, équipé lui aussi de son bouclier et du marteau, mais aussi de l'optimisation Fury of the Storm. Côté unité de ligne, nous aurons une seule de 5 intercesseurs. Pour le reste, 2 unités de 5 scouts, un bloc de 6 cavaliers sur Loup-Tonnerre et 2 autres escouades plus petites de 3, 2 grands blocs de 10 Wolfen et une autre unité de 5. Alors que le metagame est saturé de listes comme Mordaka ou Dinari, une solution plus brutale, plus directe revient faire parler les griffes et les crocs, la cage au loup, alias la Wolf Jail. Dans sa version actuelle, cette stratégie mise tout sur la vitesse et la pression immédiate, incarnée par une utilisation intensive de l'infanterie Wolfen. Le principe est très simple, verrouiller l'adversaire dans sa zone, l'empêcher de déployer sa stratégie et l'obliger à subir une avalanche de charges et de menaces simultanées dès les premiers tours.
Cela passe par une combinaison agressive de capacités de mouvement et d'un positionnement calibré pour forcer les erreurs. Le nom Wolf Jail vient précisément de cette capacité à priver l'adversaire d'espace de manœuvre à la manière d'une cellule se refermant autour de lui. Dans cette itération, les Wolfen ne sont pas seulement des soutiens ou des pièces de mêlée, ils deviennent le cœur du plan de jeu. Leur capacité à ignorer certaines limitations de mouvement, notamment les murs de ruines, tout en bénéficiant d'un combat dans la mort, et leur profil d'impact élevé dès qu'ils touchent une unité fragile, les rend idéaux pour pulvériser les unités clés avant qu'elles ne puissent répondre. Face à des armées comme les orques en Mordaka ou les MSU Inari, cela signifie éteindre la menace avant qu'elle ne s'exprime pleinement. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, cette liste n'est pas un simple rouleau compresseur aveugle. Elle exige un sens du tempo, savoir quand engager, où se déployer pour enfermer l'adversaire et comment forcer les échanges favorables dans les premiers engagements. C'est cette finesse dans la brutalité qui permet à la Wolf Jail de revenir sur le devant de la scène compétitive. Dans un méta où beaucoup d'armées cherchent à scorer sur la durée ou à manipuler le tempo, ou à fonctionner sur des retours de réserve, cette version des Space Wolf court-circuite tous ses plans. Elle impose un rythme tellement élevé que peu de listes ont le luxe de se mettre en place. Mordaka perd ses angles de tir, Inari n'a pas le temps d'étaler ses phases de menace, tout doit être géré immédiatement et peu de factions peuvent suivre. Nous passons à un tournoi de plus de 30 joueurs avec une liste démons du chaos dans le détachement Shadow Legion, atteignant la première place. Les personnages, on retrouve en tant que seigneur de guerre Be'lakor. On ajoute 3 buveurs de sang, le premier aura l'optimisation Fade to Darkness et le second, l'optimisation Leaping Shadows. Côté unité de ligne, nous aurons 2 unités de 3 Nurgling, un bloc de 10 Horreur Rose et un bloc de 10 Porte-Peste. Pour le reste, 2 unités de 5 Fleshhound et 2 unités de 3 Hurleurs. Et en unité alliée, une unité de 10 cultistes. Parmi les nombreuses variantes performantes du chaos, certaines armées parviennent à allier brutalité et contrôle finement dosé. Exactement le cas de cette liste axée sur un duo infernal, Be'lakor et les buveurs de sang, alternant frappe foudroyante et repositionnement grâce notamment aux mécaniques de disparition et de redéploiement. Le buveur de sang, souvent pointé du doigt pour ses apparitions éclairs sur le champ de bataille, revient ici comme une pièce maîtresse d'une pression directe. En coordination avec Be'lakor, il forme un binôme capable de menacer les lignes ennemies dès les premiers tours. Mais cette liste ne se résume pas à une simple ruée de monstres. Elle dispose aussi de mécanismes défensifs puissants, en particulier via l'aura de Be'lakor qui confère une protection à ses unités face aux armées de tir. Loin d'être unidimensionnelle, cette armée incorpore également une gestion efficace du scoring secondaire. Tandis que l'adversaire tente de contenir les menaces titanesques qui fondent sur lui, des unités spécialisées, plus discrètes mais non moins efficaces, s'occupent de grappiller les points de victoire. Mention spéciale à l'unité d'Horreur Rose, souvent sous-estimée, ici utilisée comme barrage d'objectifs résilients à fort contrôle d'objectifs, sans oublier que dans ce détachement, ils ont en -1 pour être touchés. Un véritable mur rose capable de bloquer des lignes de front entières en cas d'urgence. Ce qui ressort de cette composition, c'est sa polyvalence. Elle peut forcer l'échange sur un tempo agressif ou se montrer plus patiente et opportuniste contre les armées à saturation de tir. La présence simultanée de grosses menaces, de soutien tactique et d'outils de scoring font de cette armée un modèle de construction équilibrée dans l'écosystème chaotique. Elle illustre aussi à quel point la diversité des constructions démons permet aujourd'hui des lectures variées et performantes. Enfin, nous finirons avec un tournoi de plus de 25 joueurs, remporté par une liste Adepticus Mechanicus dans le détachement Skitarii Cohort. Dans les personnages, on commence avec 2 Skitarii Marshal, le premier aura l'optimisation Battlesphere Uplink et le second en tant que seigneur de guerre aura l'optimisation Quantic Trollnet. Du côté des unités de ligne, on fera très simple, 4 unités de Skitarii Vanguard. En transport dédié, 2 Scorpius Dune Rider, et pour le reste, un grand bloc de Deep Teraxi Skystalker, 2 autres plus petites unités de 5, 2 grands blocs de Deep Teraxi Sterilizor, une unité de Sicarian Infiltrator, 2 grands blocs de 10 Sicarian Ruststalker, et enfin 2 Scorpius Desintegrator. Parmi les listes les plus intrigantes, une armée d'Adeptus Mechanicus centrée sur une horde d'unités Skitarii a fait forte impression. Loin des robots castellans ou des cataphrons brécheurs traditionnels, cette approche s'appuie sur un flux continu de figurines rapides à 2 points de vie, pouvant bénéficier d'une insensibilité à 5+, via le stratagème Bionic Endurance, saturant alors le champ de bataille dès les premiers tours. L'objectif, gagner la guerre du tempo et des objectifs avant que l'adversaire puisse imposer sa propre pression. Dans ce schéma de jeu, le rôle des Skitarii est limpide. Occuper l'espace, accumuler les points, narguer les lignes ennemies, puis tomber sans regret.
Cette philosophie rappelle à quel point l'Omnimessie se fiche bien de ses serviteurs tant que le protocole de mission est respecté. Et ce n'est pas une simple armée de projection, les Rustalkers et Sterilisors, bien que discrets, ajoutent une capacité d'impact réelle, forçant l'adversaire à réfléchir à 2 fois avant de surengager ses forces dans la mêlée. Parmi les atouts les plus pertinents du moment, les Sterilisors se distinguent par leur efficacité en tir en état d'alerte. Leurs lance-flammes, combinés à leur mobilité et leur imposante empreinte au sol, deviennent des outils redoutables, face aux armées qui reposent sur des unités peu résistantes, comme les Orques ou les Aeldari. Autant en défense qu'en attaque, ils offrent à l'armée un levier de réaction instantanée, perturbant les plans adverses. Cette version de l'Adeptus Mechanicus est consciente de sa fragilité contre les armées à forte létalité, mais elle capitalise tellement rapidement sur les points de mission qu'il est souvent trop tard pour l'adversaire lorsqu'il parvient enfin à percer les lignes. C'est un excellent rappel que l'Adeptus Mechanicus, malgré sa relative discrétion dans le compétitif, possède encore des outils puissants pour briller entre les mains d'un stratège méthodique. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à liker, vous abonner et laisser un commentaire. Cela aide énormément au développement de la chaîne, et je remercie tous ceux qui le font. Si vous voulez avoir les épisodes en avance et sans publicité, vous retrouverez en description le lien directement vers ma page Tipeee, ainsi que d'autres contreparties. De plus, vous aurez un lien d'affiliation du partenaire de la chaîne, My Hobby Place, si vous souhaitez passer commande. Allez, sur ce, je vous souhaite un excellent wargame.